remercie d'être de nôtre sur le plateau de Cultura, Christelle Milandou, qui nous arrive avec un ouvrage « Il s'en est allé ». Avec un sous-titre, il faut dire « Hommage à Serge Compel-Pierret », paru aux éditions L'Armaton Congo. Tout récemment, un ouvrage de 110 pages sur le plateau de Cultura, Christelle Milandou. Bonjour. Bonjour. Alors, merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Il s'en est allé, c'est votre premier opuscule. Et pour dire juste un mot à votre endroit, Christelle Milandou, il faut dire que vous êtes mère de 3 enfants, titulaire des masters en sciences du management, et vous êtes installé à votre propre compte comme chef d'entreprise depuis 21 ans. Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'association L'âme des sans-voix qui a pour vocation d'aider les veuves, les orphelins et les prisonniers. Et comme j'ai dit, une grande passionnée de l'écriture. Et vous arrivez aujourd'hui, n'est-ce pas, avec Il s'en est allé, qui est votre premier ouvrage. Et lorsqu'on a lu entre les lignes, lorsqu'on a lu substantiellement, on sait que c'est un hommage. Cet hommage que vous rendez à Serge Compel-Pierret n'est autre qu'un hommage rendu à l'époux qui a été le vôtre. Alors, quelle motivation, Christelle Milandou, pour la commission de Il s'en est allé? L'attachement à ses maris, tant aimés, l'attachement à l'écriture, ou simplement nous dire le vide qui vous habite? Oui, je vous remercie énormément. Et je pense que c'est tout ça. Ça englobe pas mal d'éléments. Je pense que déjà, sachant que c'est ma première expérience, je crois que la première motivation était plutôt de chercher à combler un vide. Je me suis laissé aller par cette inspiration parce que je recherchais en fait beaucoup de choses. Non pas seulement combler un vide, chercher à guérir, en même temps exprimer aussi quelque part une forme de reconnaissance vis-à-vis de la personne qui a vécu avec moi en réalité. C'est vrai qu'il n'est plus, je crois que de là où il est, comme on dit, hein, les morts ils sont pas morts, mais je pense que c'est percevable. Alors, vous, comme texte d'ouverture, juste en guise d'épigraphe, vous nous avez ce texte de Mirango Diop et que je lis. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas partis. Fin de... Je m'arrête là, Christelle, je m'arrête là. Et ce texte vous a tant marqué que vous le mentionnez dans l'avant-propos que vous commettez. Et je vous lis, Christelle, j'ai commencé cet opuscule d'hommage à mon époux par la citation d'un texte qui transporte la puissance de nos croyances africaines sur la mort. Et je viens de lire le texte que vous mettez, n'est-ce pas, en mention. Ce poème de Mirango Diop m'a amené à me poser la question de savoir si la mort n'était pas seulement une autre forme de vie, mais dans une dimension éthérique ou astrale. Je m'arrête là, Christelle. Alors ici, vous mentionnez, faites mention de la mort, et ce n'est rien d'autre que la mort de votre époux. Exactement. Parlez-nous-en. Je crois que je m'appuie sur ce texte parce que c'est en réalité en même temps un refuge, en même temps le refus d'accepter l'autre partir en réalité. Lorsque on se dit que les morts ne sont pas morts, ils sont partout. Mais c'est l'envie en fait de retrouver son conjoint. L'envie de ne pas le voir partir. C'est pour cette raison, vous verrez que l'homme est vraiment le produit de sa philosophie en réalité. Et lorsque je pense ainsi, vous vous rendez bien compte que je suis dans un état de manque. Je suis dans un état où je regrette. Il y a l'amertume en fait. Et c'est en réalité ce que j'ai envie d'exprimer pour me consoler. Je me dis, ben, il est là. Il est là, il n'est pas loin, il est partout. Quand je vois sa coiffure de gendarmerie, il est là mon mari. Il est là, quand on voit les photos, mais en fait on a envie en fait de continuer à pérenniser sa présence en fait. Mais qu'à cela ne tienne. Alors, il faut dire, Christelle Milandou, que cet ouvrage, n'est-ce pas, est subdivisé
en plusieurs chapitres. Je dirais pratiquement en 7 chapitres. Voilà, en 7 chapitres, nous avons 7 chapitres avec des annexes qui sont des témoignages, d'autres. Et lorsque nous parlons de l'image, nous le dit, n'est-ce pas, lorsqu'on voit l'image de la couverture, on sait qu'on a là affaire, n'est-ce pas, à un homme de la force publique. L'image est très parlante à ce niveau. Et donc, Serge Compel-Piré, qui est votre époux, qui est parti, il s'en est allé, naturellement, nous donne cette idée, n'est-ce pas, du décès. Donc, il nous a quittés, il n'est plus avec nous. Ainsi, vous évoquez là la mort, ainsi, vous évoquez là le souvenir. Mais juste pour dire un mot à l'endroit juste sur votre époux, qui était Serge Compel-Piré? Monsieur Piré, mon époux, était un gendarme. Un gendarme qui a exercé ici, qui a... C'était un gendarme qui a travaillé avec beaucoup de dévouement, d'abnégation, de professionnalisme. Et après, s'est vu être promu. Et donc, il va donc prendre les commandes de la troupe de la 6e unité de police constituée pour aller donc en mission en Centrafrique. Donc en fait c'est au cours de sa mission qu'il va donc rendre là. Qu'il va donc perdre en fait après la mission il a exercé pendant un moment et sera frappé par un ennemi invisible que moi j'appelle la Covid. Et donc sur l'avion qui le rapatrie dans sa terre natale, il va rendre là. D'accord. Et donc c'est pas sur les champs de bataille que votre époux trouve la mort, mais en fait c'est... Dans l'avion. Mais déjà la maladie, quand je parle de la maladie de la Covid qui est l'ennemi invisible, qui est la cause en réalité de sa mort, je parle en fait déjà quand il décède en cours de vol, au cours de son rapatriement, oui. Il est porteur déjà de ce virus. De ce virus. Oui. Et donc c'est dans cette optique en fait qu'on essaie de voir, qu'on dit qu'il est mort sur le champ de bataille en fait. D'accord. Voilà. Et vous voulez rendre, il faut dire, immortel cet homme qui vous a tant aimé. Un mot sur le lieutenant, donc colonel Serge Compel-Piré, je dirais qu'il est né le 28 décembre 1970 à Brazzaville, père de 5 enfants et marié à Claque, donc Christelle Patricia Milando, que vous êtes, épouse donc Piré. Il est orphelin et passa son enfance à Brazzaville où il fit ses études primaires, secondaires et universitaires. Il obtint une licence en histoire à l'université Mariengouabi. Juste après son cursus universitaire, il suivit l'appel de sa destinée en ressentant un très fort désir et une forte appétence à servir sous le drapeau. Il va alors intégrer la gendarmerie nationale congolaise par voie de concours et sera engagé le 1er avril 1996 par décision d'engagement. Et vous nous donnez le numéro de la décision au grade de maréchal de Louche. Et après, vous nous présentez tout son cursus, sa formation, son dévouement à servir, n'est-ce pas, sous le drapeau, comme vous le mentionnez, ses fortes qualités qui sont reconnues naturellement par ses collègues, n'est-ce pas, voilà, ses collègues d'armes et tout. Mais en réalité, lorsque vous nous écrivez tout ça, Christelle Claque, c'est pour nous dire votre attachement à votre mari. Mais en même temps, c'est pour dire un mot sur vous, cette douleur, mais aussi pour, comme j'ai dit, rendre éternel, n'est-ce pas, cet homme que vous avez aimé, que vous avez tant aimé, et aussi certainement aussi d'autres intentions qui sont
qui sont peut-être des non-dits dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même sur ce grand attachement, il faut dire, cette grande passion? C'est pas facilement qu'on écrit sur un personnage comme celui-là, c'est pas facilement qu'on écrit sur son époux, c'est pas facilement qu'on écrit, n'est-ce pas? Oui. Et il faut une grande inspiration, et je sais qu'à ce moment, une grande tristesse vous a habité, et une grande tristesse a été un grand déclic pour vous, qui aujourd'hui nous donne le fruit qu'est cet ouvrage. Mais il faut avouer que c'est vrai, écrire sur Serge, j'ai dû beaucoup hésiter. J'ai hésité, mais en même temps, c'était plus fort que moi. Parce qu'il me quitte dans des circonstances inattendues. C'est une mort brutale. Et donc, le déclic part en fait de là. Le déclic part de là, et sa mort est même l'élément déclencheur. J'aurais peut-être pas écrit si M. Pierret était encore en vie. Mais si j'écris, mais parce que je tiens à rendre hommage à un ami. C'est pour moi un ami en réalité. Parce que ce qui nous réunissait était, je parlerai même, l'amour encore, c'est vrai, mais avant qu'on en arrive là, mais l'amitié était vraiment, vraiment palpable entre lui et moi. Et donc, lorsque j'écris, je rends hommage à un ami. Je rends hommage à quelqu'un qui a partagé ma vie. Un ami fidèle. Un ami fidèle. Et je rends hommage à quelqu'un qui a partagé, avec qui j'ai partagé une partie de ma vie. Et pour moi, c'est important. C'est important de ne pas balayer en fait son existence par un simple revers de main. Bon, ok, il a existé et je dois l'oublier autant que tout le monde. Non. Moi, je me suis dit que c'est quelqu'un qui m'a valorisé, c'est quelqu'un qui m'a remis dans le jardin de l'amour, c'est quelqu'un qui m'a donné un statut que quasiment toutes les femmes recherchent. Et pour moi, c'est important. C'est important. Dans une certaine mesure, il a garanti mon identité, il m'a donné de la valeur en fait. Et moi, je crois qu'un ami comme ça, ça aurait été quelqu'un d'autre que j'ai porté autant, je ferais pareil. Oui. Je ferais pareil, je célébrerais cette amitié. Mais au-delà de ça, de cet hommage, je rends aussi hommage à un compatriote. C'est pour moi quelqu'un qui a accepté d'aller servir notre cher beau pays, aller servir l'humanité. Dans une mission onusienne. Donc internationale. Au-delà de nos frontières. Au-delà de nos frontières, oui. Il accepte d'aller le faire. Mais il y a des gens aussi qui, dans des cas similaires, refusent, trouvent des raisons farfelues et refusent de telles missions parce que il y a la peur aussi d'aller laisser sa vie parce que quand on se dit on a des enfants, on a une petite famille, quelque part c'est une mission onusienne. Le contrat il est avec le Congo. Au-delà, c'est l'expression d'une très grande volonté à vouloir servir dans le cadre humanitaire. Et donc il va accepter de le faire au sein d'une mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. Nous connaissons tous les risques que ce peuple encourt, mais il le fait. Et lorsqu'il est contre toute attente, il est frappé par la Covid. Mais quoi de mieux? Alors, Christelle, il faut dire qu'à la page 9, vous nous présentez une série d'aphorismes, et j'en retiens simplement deux que je vais donc lire. La première, c'est « La mort s'impose peut-être à nous, mais nous avons le devoir d'imposer la survie de notre nom et de notre réputation. » Vous en ferez un commentaire. Après ce deuxième aphorisme, « Si la mort n'existait pas, les choses demeuraient telles qu'elles sont. » Alors, quel commentaire pour ces deux aphorismes? Oui, cet aphorisme, franchement, c'est
C'est quelque chose, ça a été une source de motivation pour moi. D'accord. Moi, je crois que lorsque il décède, il meurt, j'étais impuissante face à sa mort. D'accord. Et je me résignais d'ores et déjà à ne mener qu'un seul combat. Parce que face à la mort, je n'ai pas pu faire quelque chose. Je n'étais pas là. Je n'ai assisté à aucun épisode de son départ vers l'au-delà. Mais je me dis, mais j'ai peut-être quelque chose à faire. Je peux aussi imposer la survie de son nom. C'est le seul défi en fait qui me restait Voilà. à Et vous relever. avez voulu écrire son nom sur du roc. Et j'ai voulu, voilà. Et donc, j'ai finalement imposé à la mort. Au-delà, n'est-ce pas? Au-delà. Voilà. J'ai pensé que, bon, ok, la mort, je pouvais rien face à la mort, mais je pouvais au moins imposer la survie que de son nom. Et c'était ça mon challenge. Et je pense que si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, je n'aurais pas ce produit, en fait. Et donc, c'est toute la source de la motivation d'aller jusqu'au bout de ce combat. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de 7 chapitres qui couvrent donc votre ouvrage, qui composent votre ouvrage. Et chapitre 1, c'est Itinéraire vers les Lumières, l'homme et sa vision. Chapitre 2, chapitre 3, préparatifs et rituels du départ pour la Centrafrique. Chapitre 4, l'énigme d'une mort. Chapitre 5, Bombari, souvenir cruel. Chapitre 6, quelques anecdotes. Et chapitre 7, les témoignages. Et nous avons les témoignages, donc, comme j'ai dit, de certains de ses collègues et de ses supérieurs, donc de sa hiérarchie également, qui a témoigné au nom, n'est-ce pas, de l'éthique et de l'intégrité de votre époux. Alors, ce que j'aimerais, vous, dans l'itinéraire vers les Lumières, vous nous présentez, là aussi, quelque chose qui est très intéressant, c'est la rencontre avec Serge Coppel-Piré, pour nous dire, n'est-ce pas, de façon très poétique, mais très touchante, il faut le dire très touchant, très pathétique, n'est-ce pas, cette rencontre ces circonstances qui vous ont unis. Et ces circonstances qui ont fait de vous, n'est-ce pas, l'épouse de Serge Coppel-Piré. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, après, vous savez, l'amour est compliqué. Hein. Oui. Mais ça a été une rencontre, j'aime bien le dire, une rencontre stellaire. Entre deux étoiles, hein. C'est en quelque sorte entre deux étoiles. Mais ça s'est pas passé le plus simplement possible. Il a fallu quand même une certaine abnégation de sa part pour m'avoir en fait, pour m'accepter ou sinon pour me prendre comme épouse. C'est pour ça que j'aime bien sa phrase lorsque il est venu dans mon magasin. Oui. Et moi je m'y attendais le moins. Il parlait avec la vendeuse, il se dit, mais cette femme devrait être mienne. Et c'est la vendeuse qui dit, ben, tiens, il n'est pas trop tard, mon grand. Et moi, quand j'entends, c'est inédit en fait. Ça court pas les rues, ce genre de phrase. Ouais. On serait peut-être en train d'être invité et tout, mais il le dit le plus naturellement possible. Et derrière, je lis l'ambition. Et c'est après qu'il dit, bon, celui qui aime le miel ne craint pas les abeilles. Et ça, c'était plus fort encore. Je me suis retournée pour le regarder et tout de suite, j'étais obligée de sortir du magasin. Parce que je me suis dit, mais comment ce monsieur est ambitieux, il est plus que le mot en fait. Et ça m'a... C'est pas pourtant que j'étais partante, mais j'ai lu de l'audace, de la détermination et de l'ambition. C'est pour ça que je dis toujours... Et après de persévérance, même dire qu'il en même temps, se dessinait. Voilà, ouais. Il était... C'est vraiment une marque... Il avait la foi en fait en ce qu'il faisait. Oui. Et ça, je me suis mirée en fait, parce que je savais que je suis plus ou moins de cette nature. Et pourtant, c'était pas mal comme début de notre histoire, quoi. Et là, vous considérez là comme une proie. Alors, généralement, Christelle, généralement, les invitations, n'est-ce pas, en début d'amour, en début d'union, voilà, les gens aiment aller dans les restaurants, ils aiment aller dans les bars, siroter un jus, siroter une bière. Mais chez vous, l'invitation se fait à l'église. Exactement. Et c'est dans un lieu de prière, et vous allez passer 3 semaines, n'est-ce pas, de prière avec
à 3 mois de prière avec Serge. Oui, parce que lorsqu'il sort, Pourquoi vous ne l'avez pas invité ou qu'il ne vous a pas invité dans mais un non, bar parce que que ça a j'étais été déjà dans dans une dynamique de de prière prière? et lorsque j'ai reçu son coup de fil comme ça, et par inadvertance, ben, j'étais déjà allé, j'étais à cet endroit, j'étais à la grotte et je lui ai dit de venir. Je me disais que c'était bon. Après, c'était pas, je m'attendais pas à ce que ça soit forcément des avances ou ça allait pas être. Il n'allait pas le faire brusquement en fait. Donc je me suis dit bon pourquoi pas aller Véché et puis en plus c'est un lieu où les gens se recueillent entre midi et deux. J'étais là après, on a échangé et il voulait m'inviter. J'ai dit non, moi j'ai 3 mois de prière. Si tu penses que tu peux le faire, ce serait une bonne chose puisque tu es dans l'optique, tu sembles. C'était un élan déjà sentimental qui Oui, s'est dessiné, oui. j'ai Cet élan, vous senti. l'avez déjà senti, Je oui. l'ai senti et j'ai dit, bon, c'est peut-être pas, je suis pas là pour m'amuser, j'ai pas l'âge en réalité. Et je pense que si tu veux aller dans ce sens-là, ben, tu m'accompagnes, on va en parler à notre Dieu. Et s'il valide, je crois qu'on peut faire chemin ensemble. Et curieusement, et en fait, je n'avais pas de sentiment en fait, il n'y avait rien. Parce que je sortais d'une déception, donc il n'y avait rien dans mon cœur. Et je me suis dit, c'était le seul moyen d'arrêter ce monsieur, parce que je sais qu'il ne va jamais le faire. 3 mois de prière, je ne vois pas un homme pouvoir tenir 3 mois chaque 18 heures. Et quand il est 18 heures, il m'appelait. 18 heures pile, il m'appelait. Et juste pour demander, on se retrouve où? Et on faisait des grottes et tout. Et c'était pas des petites prières où mais c'était des vérités qu'on se disait. On disait vraiment, c'était des prières d'autorité. Que le Saint-Esprit est loin de ce monsieur, si c'est pas le cas. Et lui, c'était pareil. Vraiment, c'était des prières bien, Oui. bien dirigées vraiment vers sentait qu'on avait besoin d'un changement de part et d'autre. Et beaucoup plus tard, vous réalisez que Serge Campbell-Piré était totalement intégré dans une vie de prière. Oui, 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 je l'ai senti parce que lui, il était dans des assemblées, moi j'étais catholique. Déjà, le fait qu'il accepte de venir prier avec moi j'ai senti qu'il y avait quand même une petite volonté. Il y avait vraiment, il avait vraiment envie d'un changement en réalité. Et ça, j'ai beaucoup apprécié et ça n'a pas tardé. Hein. Vous savez, quand c'est du mensonge, ça se sent. Et dès lors il s'est investi, pour moi, c'était une victoire. Et qu'on pouvait regarder tous les deux dans la même direction. C'était déjà un acquis, c'était bien. Alors, il faut dire qu'à la page 31 et au dernier paragraphe, vous parlez des 3 piliers. 3 piliers, n'est-ce pas, qui caractérisaient Serge Campbell-Piré. Et parmi ces piliers, naturellement, vous venez d'en faire mention, vous parlez de la spiritualité qui était l'empreinte céleste pour Serge Piré. Donc, totalement intégré dans cette vie de prière, comme vous venez de dire. Oui. Vous faites mention des 3 piliers. Oui, Donc, oui, là, de ce point de vue, je pense que c'était quelque chose que j'appréciais parce que lorsqu'on arrivait déjà même le 31, je pouvais ou ne pas aller à l'église le 31, mais il n'acceptait pas du tout que quelqu'un reste à la maison. Mais forcément, il va traîner tout le monde. Nous devons aller passer le nouvel an à l'église. Et ça me faisait énormément plaisir. Et puis, il a eu à occuper des fonctions, des grandes fonctions ici aussi. Et je le voyais tout le temps être mettre Dieu au centre, au de centre ses affaires, en de fait, ses affaires. de ses activités. Et c'est quelqu'un qui, le matin, quels que soient vos problèmes, quels que soient les problèmes qu'on pouvait avoir, mais le matin, c'est toujours lui en fait, il me réveillait toujours. Il ne pouvait pas aller poser son pied sans pourtant qu'il me réveille, qu'il me tapote, ma chérie, prière. Je vais aller prendre ma douche pour aller au boulot, mais il me réveille avant. Et ça, c'était quelque chose qui était devenu, qui était entré dans notre quotidien, et que ce soit le soir, le matin, le soir, il ne pouvait pas s'endormir, tout comme se lever sans prier avec son épouse. Et ça,
c'était très charmant, quoi, c'était bien. Voilà. Il s'en est allé hommage à Serge Campbell-Piré, un ouvrage paru aux éditions L'Armatan Congo, avec pour auteur Clark Christelle Milandou, qui est sur le plateau de Cultura et avec qui nous échangeons, n'est-ce pas, autour de cet ouvrage. Il s'en est allé un hommage à son époux Serge Campbell-Piré. Alors, Christelle, je vais vous inviter à nous lire un extrait que vous prendrez au choix, n'est-ce pas, de votre ouvrage et vous nous en donnerez les commentaires. Là, je suis à la page 36. Page 36. Oui, je suis. J'aime bien ce passage. Premier, deuxième, troisième paragraphe. Le dernier. Dernier paragraphe, oui. Je ne lis pas tout le dernier. J'étais divinement choisi, sélectionné parmi bien d'autres femmes. Serge venait de prendre son envol. Il était comme un aigle qui se voit obligé de voler plus haut chaque fois qu'il est dérangé par les petits oiseaux. En réalité, la présence des oiseaux autour de lui est un indicateur qui signifie que l'aigle ne vole pas à la bonne altitude. Il devrait voler plus haut afin de se démarquer des oiseaux ramassis. On est tous des aigles qui s'ignorent, sachant voler plus haut pour nous soustraire aux ramassis qui sont, en d'autres termes, les ennemis de notre destinée. Merci. Alors, cette métaphore-là, qu'est-ce que, voilà. Oui, j'aime bien. Quel commentaire? Oui, c'est un passage très poétisé, il faut dire, avec de très belles images, de très fortes métaphores, il faut dire. Alors, quel commentaire, Christelle? Oui, c'est de là, j'aime bien ce passage parce que c'est de là qu'est partie mon inspiration à vouloir sortir un aphorisme du genre « Nous sommes tous des aigles en puissance, sachant voler à la bonne altitude ». Ben je crois que ça a lieu d'être parce que, si je le dis, pourquoi? Parce que nous sommes réellement des aigles. Je fais allusion à l'aigle parce que l'aigle, le seul moment où l'aigle se rend compte qu'il n'est pas à la bonne altitude, c'est lorsqu'il croise en réalité les petits oiseaux. Les petits oiseaux ramassis, je les appelle les ramassis, parce qu'ils n'ont de cesse qu'à déranger l'aigle, à l'importuner. Et c'est quand il est à ce niveau-là, il est obligé, quand il les rencontre, il est obligé de se démarquer d'eux et piquer plus haut pour se retrouver dans un univers où il se sent maître. Et là, vraiment, il vole, il est roi, il maîtrise son environnement. Et ça, j'aime beaucoup parce que nous sommes en réalité des aigles en puissance. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, il y a un géant qui sommeille. Mais nous n'avons pas toujours la capacité ou parfois l'intelligence de réaliser en fait que nous avons du potentiel à développer. Alors que pour développer ce potentiel, il nous faut une certaine attitude. Donc pour aller, je le dis, pour aller en altitude, pour monter plus haut, il faut une attitude. Oui. Cette forte puissance, c'est en réalité, c'est de l'ambition en fait. Cette pensée nous renvoie vers une ambition forte, vers l'excellence, vers le goût du beau, vers le goût d'aller au-delà de nos forces. Et si seulement je ne m'étais pas considéré comme un aigle, je ne serais peut-être pas en train je n'aurais pas produit ce livre. Mais j'ai cru en moi, j'ai cru qu'effectivement en moi il y avait un géant, et il a suffi que je me laisse il suffisait juste que je me laisse aller, me laisser emporter par l'inspiration et croire en soi et se déconnecter en fait aussi les ramassis aussi à notre niveau. C'est pas que les petits oiseaux sont assimilés aux ennemis de notre destinée, mais les ennemis de notre destinée, ça peut être quoi? Ça peut être parfois des mauvaises connexions. On peut être à côté d'un ami qui ne nous apporte pas grand-chose, mais il faut qu'on sache le découvrir assez rapidement et qu'on puisse se soustraire après pour se remettre correctement sur la trajectoire de notre destinée. Ça peut être aussi les mauvais choix que nous avons faits. On voit des mariages battre de l'aile, mais parfois c'est à cause de la mauvaise connexion, c'était pas la bonne, et on perd du temps alors que on serait en train de voler plus haut.
Donc, c'est ce que finalement j'ai décrit lorsque c'est à ce à quoi je faisais allusion lorsque j'ai parlé de ça en fait dans la vie de Serge. Il a pris son envol et lorsqu'il m'a retrouvé en quelque sorte, il a su que j'étais la bonne connexion pour lui et il a saisi Et à votre l'opportunité. niveau, vous l'avez senti ou juste Et de son non, côté? c'était réciproque. C'était C'était voilà, réciproque c'était de une part et parfaite d'autre. harmonie. De part et d'autre, il y avait des D'accord. dysfonctionnements dans nos vies. D'accord. Si je l'ai accepté parce qu'effectivement, j'étais aussi D'accord. j'étais en manque. Voilà. Et Vous avez lui, senti cette parfaite harmonie. harmonie, et il y a eu vraiment, ça s'est très bien passé vite. Et à ce niveau-là, comme je l'ai dit, hein, plus haut, il n'y avait pas de dictat. On n'avait pas besoin de dire, Christelle, tu dois sortir de cette connexion pour te mettre avec moi. Mais non, on le sent, on le vit. Ça saute aux yeux en fait. Il y a une intersubjectivité de conscience qui se passe le plus naturellement possible, quoi. Voilà. Il avait érigé comme des poutres, pour ne citer que celles-ci, la prière, l'obéissance, l'amour et le pardon. Serge ne pouvait pas descendre de son lit sans me réveiller pour la prière, ni s'endormir pour qu'en son compris. Lors de grands événements, il entrait systématiquement dans une période de jeûne et de prière car il savait qu'en cas d'incompétence, sa vie professionnelle serait mise en jeu. Là, c'est encore cette vie de prière que nous avons, n'est-ce pas? Donc, nous avons déjà fait mention. Et donc, vraiment, il était, il faut dire, entièrement dans une vie de prière. Et finalement, vous partagez tous les deux cette vie de prière, Clark et Christelle. Alors, il y a cette phrase, Christelle, qui renferme une forte émotion et naturellement pouvait faire l'objet, n'est-ce pas, de la chute, entre autres, de votre ouvrage. Je travaille d'ores et déjà ardemment pour obtenir mon visa pour le paradis afin de m'y reposer éternellement à tes côtés. Je sais que tu te tiendras à la porte pour m'y accueillir, mais une et seule question me traverse et me hante l'esprit au quotidien. Que s'est-il passé à Bombari? Que s'est-il passé à Bombari? Je m'arrête là, Christelle. Très pathétique. Ça aurait dû faire, n'est-ce pas, l'objet de la chute de votre ouvrage, comme je dis, en nous laissant tous dans ce questionnement. Exactement. Et une chute totalement ouverte qui susciterait naturellement des rebondissements. Et là, alors, est-ce que Christelle a trouvé une ou des réponses à ces préoccupations? Et principalement à cette préoccupation. Je crois que je ne pense pas, je ne pourrais jamais trouver la réponse à cette préoccupation. Mais j'ai quand même, j'étais un pavé dans la mare, dans l'espoir, effectivement, de connaître réellement les causes et les circonstances de la mort de mon mari. Oui. De toute façon, là n'est plus le problème. Hein. Vous avez transcendé cette dimension. J'ai transcendé cela parce que je n'aurai jamais la réponse. Voilà. Et surtout lorsqu'on vous lit Christelle Milando, lorsqu'on vous lit entre les lignes, on a le sentiment que vous avez pris la mort de votre époux, ou vous avez pris, n'est-ce pas, votre époux comme étant une victime, n'est-ce pas, de cette destinée ou de cette chute, en fait. Le considérez-vous comme étant une victime? Mais victime de quoi, alors, à ce niveau? En réalité, lorsque, en pareille circonstance, vous savez, il est allé défendre un peuple frère. Oui. C'est un peuple qui est en guerre. Et là, de ce point de vue, le Congo est en train d'écrire aussi son histoire, parce qu'il participe à une mission, à la reconstruction, n'est-ce pas, d'un pays frère. Oui. Je crois que de ce point de vue, lorsque il y a des faits historiques, il y a des auteurs, il y a des victimes en même temps. Il y a des grands hommes qui font l'histoire et forcément, dans le cas de la Centrafrique, il y a des victimes en réalité. Le peuple peut être une victime. On a vu, même chez nous au pays ici, on a eu des guerres, il y a eu des victimes. Mais les victimes, c'est les gens qui en pâtissent en fait, qui subissent l'histoire. Et donc lui, qui était en même temps en train de participer à un fait
à cette histoire que nous sommes en train d'écrire avec la Centrafrique, il meurt en fait atteint de la Covid. Il tombe sur le champ de bataille. Mais lorsque nous parlons de notre histoire, nous devons absolument l'intégrer. Nous devons intégrer M. Pierret parce que il donne en quelque sorte sa vie. C'est un ennemi invisible. Vous êtes d'accord avec moi? Il tombe sur le champ de bataille. Ça aurait été la Covid, il serait peut-être vivant. Et ce serait pour notre gloire, pour l'honneur de notre pays. Mais il meurt. Il est parti, il est en mission de service, il est en mission d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de temps en temps avoir une pensée. Se souvenir, autant nous allons parler de l'histoire de la Centrafrique, nous ne devons pas soustraire, nous ne devons pas gommer en fait les victimes. Et c'est partant de là que je dis que nous avons un devoir de mémoire, nous avons tous un devoir de mémoire, au-delà, je l'ai dit, au-delà de la simple présentation d'un livre, nous avons quelque part un devoir de mémoire, c'est-à-dire cette obligation morale que nous avons de nous souvenir de notre histoire. Qu'à un instant T, nous avons aidé un peuple frère, mais au cours de cette période, il y a eu aussi des victimes, nous avons l'obligation de les intégrer dans l'histoire. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous verrez que dans la force publique, on célèbre les martyrs. Je crois que c'est l'apothéose, c'est le 21 juin, si j'ai bonne mémoire. Mais nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas faire le choix des victimes. Tous ceux qui vont pour l'intérêt de la nation, qui meurent pour l'intérêt de la nation, doivent être célébrés, doivent être pris en compte. Avez-vous le sentiment qu'il y a eu manque de reconnaissance à l'endroit de votre époux? Bon, au regard des services rendus, au regard de tout ce qu'il aura servi sous le drapeau? Bon, après, c'est mitigé. C'est mitigé parce que je vais peut-être pas polémiquer là-dessus. Je ne sais pas, je sais mitigé. Pourquoi? Parce que, bon, autant j'ai vu qu'il a été rapatrié, c'est une bonne chose, avion médicalisé, il est arrivé. Oui, mais est-ce qu'il y a une reconnaissance officielle, n'est-ce pas, du côté des gouvernants, officielle, du côté de sa hiérarchie, peut-être une médaille à titre posthume, peut-être une reconnaissance comme ça, officielle, parce que quand même, il aurait été de beaucoup, n'est-ce pas, dans cette grande mission pour laquelle il a été le porte-étendard. Exactement, mais bon, après, j'ai pas eu vent de cela. J'ai pas eu vent de cela parce que je me suis posé la question dans le livre, c'est pas un secret. Pourquoi il n'était pas décoré à titre posthume? Bon, après, je ne sais pas, je ne connais pas les modalités, mais ce que je sais, que ce qui est posthume pour l'éternité. Et donc, il a servi dans une corporation. Et si cette corporation estime qu'à tout moment, ils peuvent le reconnaître, ils peuvent exprimer une petite reconnaissance ou à titre... Ils ont le temps, après, on ne court pas après tout ça. Moi, ce qui me réjouit, j'ai pu le faire en tant que citoyenne. J'ai écrit. C'est déjà une marque de reconnaissance. Je crois que le livre est en même temps sa médaille. Après, chacun fait comme il le sent. On ne peut pas... Pour l'instant, on se dit peut-être que c'était la Covid. C'est à cause de ça que... Bon, je ne peux pas connaître les motivations parce qu'il faut déjà aussi que je sache déjà les causes réelles de sa mort pour que je sache pourquoi il n'a pas été reconnu à titre posthume, en fait. Je n'ai pas les causes réelles et peut-être qu'il y a des critères aussi. Donc, je suis dans... Il y a une petite confusion aussi peut-être dans ma tête et je m'en remets à la sagesse de notre cher État. Autant le doute vous habite, autant l'amour devient fort et vous avez, n'est-ce pas, au nom de cet amour, voulu porter ce nom de Serge Campbell-Pierret, n'est-ce pas, sur du roc, comme nous l'avons dit. Et donc là, vous, comme vous dites, pour revenir à votre aphorisme, la mort s'impose peut-être à nous, mais nous avons le devoir d'imposer la survie de notre nom et de notre réputation. Et c'est ce que vous avez très joliment fait, il faut le dire, dans cet ouvrage. Il s'en est allé avec ce titre, hommage à Serge Campbell-Pierret, paru aux éditions La Matin Congo, un ouvrage de Claude Christelle Milandou qui est sur le plateau de Cultura. Et juste pour dire un mot à votre endroit ou sur vous, présidente de l'association L'Âme des Sans-Voix,
qui a pour vocation d'aider les veuves, les orphelins et les prisonniers. Vous êtes une grande passionnée de l'écriture et vous êtes lancée, n'est-ce pas, dans cette aventure littéraire. Et là, sur le plateau de Cultura, nous sommes en train de partager, n'est-ce pas, ce premier fruit ensemble. Et merci pour ce partage. Alors, un deuxième extrait que vous aimeriez nous lire, Christelle? Qu'est-ce qui me vient tout de suite? Bon, après, je voulais lire un passage pour quand même vous êtes passé assez rapidement. Je travaille d'ores et déjà ardemment pour... C'est quelle page? 22. Page 22, oh oui. Et oui, je suis, allons-y. Après, pour obtenir mon visa pour le paradis afin de m'y reposer éternellement à tes côtés. Je sais que tu te tiendras à la porte pour m'y accueillir, mais une seule question me traverse, me traverse et me hante l'esprit au quotidien. Que s'est-il passé à Bambari? Oui. Bon, après, peut-être pas la question que je me suis posée. Oui. Je travaille d'ores et déjà. Bon, après, j'ai eu quelques lecteurs qui m'ont finalement dit, mais non, ça donne l'impression que tu es attaché, tu n'as pas envie de vivre et tu veux forcément, tu veux très vite le rejoindre. Ça, c'est quel attachement et tout. Non, moi, je crois que si je l'ai écrit, c'est parce qu'à la base, tout au début, j'ai bien dit qu'avant qu'il ne parte, j'ai senti la mort de mon mari arriver par une voix grave qui m'a parlé en disant que l'esprit de ton mari est entre mes mains. D'accord. Prie. Mais je crois que cette voix, je ne l'avais pas cernée. À la base, je ne l'avais pas bien cernée. Et j'avais eu l'impression qu'en me le disant, parce que j'étais sur le point de faire la prière avec une grande amie à moi, on était en début de prière, parce que je savais que ça n'allait pas bien. Et vous le mentionnez à la page, voilà, on sait que vous l'appelez Sylvia P. Oui. Bon, alors, on sait que c'est Sylvia P. N'hésitez pas de nous le dire, c'est bien écrit. Oui, c'est Sylvia, ma grande amie. Bon, et nous étions en train de prier pour que Dieu fasse grâce à Serge. Et au moment où je veux commencer la prière, c'est cette voix, je tombe, c'est comme un vertige. Et ensuite, c'est cette voix qui parle, mais d'une façon solennelle. Et j'ai eu l'impression que Serge va guérir en réalité. Mais j'ai été très vite recadrée parce que le lendemain, j'ai commencé à voir les photos sur le net comme tout le monde, qu'il est en train d'être évacué. Et quand je le dis, je me rends compte que cette phrase, cette parole de science que je reçois me donne le courage de résister en fait. Parce que je me dis, mais tiens, s'il est entre les mains de Dieu, mais ça veut dire que la mort n'est rien du tout. C'est une autre forme de vie. Mais est-ce que c'est pas mieux de chercher? En fait, il y a eu une certaine curiosité de ma part à vouloir chercher à vivre cette vie, en fait. La vie éternelle. La vie éternelle. Mais pour le faire, je pense qu'il y a forcément un protocole. Oui. Il faut bien se tenir dans la vie, marcher conformément aux règles ou sinon aux règles du royaume, en fait. Oui. Et donc je me dis, je m'empresse en fait, parce que je suis émerveillée. Autant je souffre, mais en même temps je suis consolée parce que l'esprit est là, l'esprit me parle en fait, et je me dis pourquoi pas en fait. Mais il faut peut-être que je fasse autant. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette place en fait? Comment était? Mais donc, vous voyez, jusqu'aujourd'hui, ça vous habite, ça m'habite, et puis ça m'aide à me conformer un peu, à recadrer régulièrement, à réajuster
mais pas en fait dans la vie. Merci Claque Christelle Milandou. Nous prendrons donc, je vais prendre fin sur cette note de recadrage, n'est-ce pas, qui vous place dans ce double sentiment, n'est-ce pas, de joie, également de vouloir vivre, n'est-ce pas, cette vie éternelle, puisque c'est une très belle note et un très beau message, n'est-ce pas, très réconfortant que vous nous partagez là. Et nous vous disons merci. Il s'en est allé, c'est votre premier ouvrage, nous l'avons dit, avec un sous-titre. Hommage à Serge Campbell Pierret, paru aux éditions L'Amaton Congo. Merci, Claque Christelle Milandou. C'est en tout cas avec beaucoup d'encouragement, ok, que je vais vous quitter, je vais pouvoir vous quitter, et tout en remerciant nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Ainsi, donc, nous prenons congé. Et nous retrouvons, n'est-ce pas, il faut dire que nous prendrons là, nous allons nous retrouver samedi prochain, 14h à la même heure, donc, et passez une très belle journée dans vos familles respectives. Merci, à très bientôt.